Aux électeurs ce soir, la candidate du Renouveau pour la paix et la concorde, en abrégé RPC-Paix. Henriette Adjoua-Lagou est l'une des candidates retenues pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Elle se positionne comme la candidate du changement. Femme, elle veut gouverner la Côte d'Ivoire, car pour elle, les hommes sont à bout d'idées. Avec moi donc pour interroger la candidate du RPC-Paix, deux journalistes, Michel Eva Mambo, journaliste à la RTI, et Sylvain Namoya, journaliste chef du service international au groupe Fraternité Matin. Notre entretien va s'articuler autour de 4 thèmes principaux. Nous parlerons genre, politique, société et économie. Mais avant, nous allons écouter la candidate Henriette Lagou pour son exposé de 15 minutes. Bonsoir, Madame Henriette Lagou. Bonsoir. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je m'adresse aux Ivoiriens. Je voudrais donc dire, chers compatriotes, Ivoiriennes, Ivoiriens, je suis donc Henriette Lagou, originaire de Daoukro, ville située dans le Yifou, dans la région du Yifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je suis candidate? Évidemment, beaucoup de personnes se posent cette question. Ils veulent savoir. Comme chacun le sait, les élections 2010 avaient suscité beaucoup d'espoir. Nous avons pensé que ces élections passées, la Côte d'Ivoire rentrerait dans la paix. Mais la violence qu'a entraîné ces élections nous ont apporté beaucoup de morts, beaucoup d'exactions, beaucoup de destruction de biens. Ces élections ont connu une crise post-électorale, après élection. Ça a conduit plusieurs enfants de la Côte d'Ivoire en exil. Moi-même, j'étais en exil. Plusieurs enfants sont encore en prison parce que le tissu social s'est complètement fragilisé. Et donc, cette crise qui a fragilisé la Côte d'Ivoire, qui a détruit la Côte d'Ivoire, nous amène donc à postuler pour les élections futures 2015. Nous pensons que ces élections vont apporter la paix en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous organiser en conséquence. Donc c'est avec espoir que nous sommes candidats et que nous abordons ces élections. Nous avons conçu un projet de société qui va permettre aux Ivoiriens de retrouver une paix définitive. Et ce projet de société a relevé plusieurs problèmes posés à la Côte d'Ivoire. Nous avons la précarité de l'environnement, nous avons la dégradation des conditions de sécurité, nous avons la méfiance des uns envers les autres, nous avons une économie fragilisée, nous avons une situation politique incertaine. Et tout ça, quand on analyse tout ça et qu'on cite tout ça et qu'on relève tous ces problèmes, il apparaît donc nécessaire et urgent de mener des actions qui visent à sortir la Côte d'Ivoire de cette crise que nous avons connue, parce que nous disons que cette crise se présente actuellement sous une autre forme, parce que les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Et donc, quand on a identifié tous ces problèmes, nous avons décidé donc de nous inscrire dans la réconciliation des Ivoiriens. Nous avons décidé de nous inscrire dans le fait d'amener tous les Ivoiriens à vivre ensemble,
à vivre ensemble au mieux pour que nous puissions, en fin de compte, avoir une bonne Côte d'Ivoire, une belle Côte d'Ivoire que nous avons connue. Et que la paix revienne de façon définitive en Côte d'Ivoire. Bien entendu, notre candidature est soutenue par notre parti politique, le RPC Paix, un parti centriste, dont l'idéologie est de rassembler toutes les populations. C'est le juste équilibre. Et nous sommes accompagnés par plusieurs autres partis politiques qui ont la même vision que nous et qui pensent qu'Ivoiriens, Ivoiriennes, enfants de Côte d'Ivoire, nous pouvons reconstruire notre pays ensemble. Nous pouvons sauver encore. Il y a encore quelque chose à sauver dans cette Côte d'Ivoire. Alors, quelle est notre vision? Évidemment, j'ai indiqué que c'est d'amener la Côte d'Ivoire à retrouver sa situation d'antan, c'est-à-dire un havre de paix. Une Côte d'Ivoire paisible. Une Côte d'Ivoire où les enfants travaillent. Une Côte d'Ivoire où le ressortissant du Nord peut saluer le ressortissant du Sud sans craindre. Une Côte d'Ivoire où l'enfant de l'Est peut saluer l'enfant du Sud sans craindre. La guerre a été difficile et nous devons donc, dans notre vision, de jouer pleinement notre rôle de femmes politiques, d'hommes politiques, pour ramener la paix en Côte d'Ivoire de façon définitive. Et tout ce que je viens de dire, qui va nous permettre aux Ivoiriens de se retrouver dans une ambiance de vivre ensemble, pour que l'économie se porte bien, pour que le social se porte bien, pour que l'école aille mieux, pour que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient reconstruites. Nous avons agencé tout ça autour de 12 questions essentielles, 12 questions prioritaires. Nous allons apaiser la vie politique en renforçant la démocratie. Il faut apaiser la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, les gens disent que mais Mme Lagou ne tient pas de propos violents. Elle ne dénonce pas avec violence. Ben non. Ça aussi, c'est la sagesse. C'est la façon de faire de la femme qui réconcilie le peuple, qui réconcilie la famille et qui permet que le pays vive mieux. Et c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Vous savez, je suis en train, j'ai ma voix qui est un peu grave, mais parce que je parcours les hameaux de la Côte d'Ivoire. Je vais partout. Hier, j'étais à San Pedro, à Soubré, à Issia, à Saïwa, à Daloa le soir. Et j'ai pris la route pour venir parler aux Ivoiriens, pour venir échanger avec les Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que nous avons un projet pour eux. Et à partir de ce projet, il faut mieux se porter. Nous allons donc apaiser la vie politique. Nous en avons besoin. Nous allons attirer les politiciens à agir de façon apaisée. Nous allons, après que la population se soit réconciliée et que nous pensons que le pays vit bien, nous allons entamer de grands chantiers. Sur le plan économique, vous savez que la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Nos parents, je viens de San Pedro, j'ai dit, vous savez, c'est la zone de production de café cacao. Nos parents vivent encore à la daba, travaillent encore à la machette. Il faut revoir tout ça. La Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao. C'est des zones qui devraient connaître un développement meilleur. C'est des populations paysannes que nous devons soutenir comme ils avaient été soutenus auparavant, où il y avait des coupes, il y avait la Coupe nationale du progrès, qui permettait aux paysans de s'affirmer, de faire la concurrence. Et l'économie se portait bien.
Et donc, nous allons sur le plan économique. Nous avons un pan très important pour le volet agricole. Il faut rendre le pouvoir d'achat des paysans élevé. Et donc, dans ce projet-là, nous pensons que nous allons diversifier les produits, ne pas rester seulement aux produits de rente, mais encore mieux payer les produits de rente. Quand on parle de 1000 francs le cacao, moi je dirais pourquoi pas 1500. J'ai été ministre de la famille et de l'enfant. Nous avons lutté contre les enfants dans les plantations. L'international ne voulait plus payer le cacao ivoirien, nous avons lutté. Aujourd'hui, il faut rendre les paysans heureux. Nous avons éradiqué la pauvreté sous toutes ses formes. Nous allons assurer un état de droit. Nous allons garantir la sécurité des personnes et des biens. Vous savez qu'il y a l'insécurité totale en Côte d'Ivoire. Nous allons entreprendre de grandes réformes structurelles. C'est quelques points, évidemment, que je voulais avancer. Nous avons 12 chantiers. Nous avons un document de projet de société. Vous savez, quand on veut gouverner, il faut être sérieux. Ce que nous disons, nous écrivons. Et donc, j'aurai le temps de vous donner. Tous les Ivoiriens auront notre projet de société consigné dans ce document qui va permettre aux Ivoiriens de savoir qu'est-ce qu'Henriette Lagou veut faire pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Henriette Lagou veut faire pour les Ivoiriens. Comme vous le savez, en conclusion, je voulais indiquer que nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle qui va permettre aux Ivoiriens d'avoir une paix durable. Avec l'appui de nos amis historiques, des amis historiques de la Côte d'Ivoire, avec quelques amis que nous allons avoir qui pourront aussi nous soutenir. C'est pourquoi nous ne doutons pas, chers compatriotes, que nous avons la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc aux Ivoiriens épris de paix, de concorde et de démocratie à s'approprier de notre vision à gouverner la Côte d'Ivoire autrement et à nous rejoindre. Je voulais vous dire merci. Merci beaucoup, Henriette Lagou. Je précise que vous avez réussi l'exercice. C'était en 15 minutes. Vous avez dépassé seulement, il restait juste 1 minute pour atteindre les 15 minutes. C'est ça les femmes. Alors, nous allons maintenant commencer l'entretien et je voudrais rappeler ici les thèmes qui vont nous guider ce soir. Nous allons parler genre, puisque justement c'est votre vision. Vous fondez votre projet de société en partie sur les femmes. Nous allons parler genre, ensuite politique, société et enfin économie. Je voudrais donc, Henriette Lagou, que vous lisiez avec moi ce passage, parce que quand on a parcouru votre projet de société, il y a beaucoup de citations. Et il y a une citation qui a retenu mon attention. Vous dites ceci: « Donnez-moi le pouvoir en tant que femme, et Dieu entendra nos prières. » Et vous ajoutez: « Ce que Dieu veut, ce que femme veut, Dieu veut. » Alors, je voudrais vous demander ceci. Vous êtes candidate parce que vous êtes femme, ou pour vous, être femme est un atout pour postuler à la présidence de la République? Mais merci beaucoup. Merci. Vous savez que dans cette Côte d'Ivoire, les hommes ont failli, les hommes politiques. Les hommes ont failli, les hommes ont démissionné, les hommes ont échoué. Et donc, il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, vous venez de dire que c'est parce qu'on est femme. Et nous pensons qu'avec notre sensibilité de femme, nous pouvons ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est femme, mais parce qu'on est femme capable de rétablir la paix. La femme gère le foyer dans la paix. Et donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, seule une femme peut ramener la paix et la cohésion pour que les Ivoiriens vivent mieux. Madame Henriette Lagou est une féministe ou une adepte du genre? Je pense que je suis une adepte du genre. Parce qu'en même temps que je parle des femmes, en même temps je parle des couches vulnérables. Vous savez que le genre, c'est un concept qui englobe et les questions d'inégalité hommes-femmes, mais ensuite les questions de problèmes de groupes vulnérables. Et donc
au début, vous savez, on a parlé d'égalité femmes-hommes. Mais les gens ne comprenaient pas bien. Les gens n'acceptaient pas. C'était difficile dans nos pays. Donc nous, les femmes, on s'est réunis à Beijing. Évidemment, dans nos grandes réunions, nous avons pensé, on s'est dit, mais pourquoi ne pas trouver un mot juste qui puisse prendre en compte tout ce qui est inégalité. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, je suis adepte de genre, mais pas féministe. Et voici ce qui est clair. Je vais donc vous laisser en compagnie d'une de nos consoeurs. Je rappelle, elle est une femme, mais elle n'est pas, rassurez-vous, elle n'est pas candidate à la présidence de la République. Elle est journaliste à la RTI. Michelle Eva Mambo. Madame Henriette Lagou est à vous. Madame Henriette Lagou, bonsoir. Vous êtes donc lancée dans la course au pouvoir avec ce que vous considérez comme étant un atout. Vous êtes femme, vous êtes mère, vous prenez donc l'amour, la fraternité. J'ai tout de suite envie de vous demander, est-ce que sur le terrain vous vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez une certaine adhésion à votre vision, surtout par les femmes? Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement les femmes qui adhèrent à ma vision et à mon projet de société, sinon à notre projet de société, c'est tous les Ivoiriens. Je suis arrivée hier d'Aloa, en passant par Issia, passant par Soubré. Vous sentez les femmes? Non, les femmes adhèrent. Est-ce que vous les sentez? Je veux dire qu'au-delà des femmes, parce qu'on ne parle même plus de femmes, parce que quand on pose les questions de la Côte d'Ivoire, où il y a des problèmes, c'est les femmes en premier, mais en plus, c'est les hommes qui viennent. Voilà. Alors c'est pour vous dire que c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est vraiment un engouement et les gens adhèrent totalement. Et c'est les hommes même qui viennent dire, mais c'est une femme qu'il faut maintenant. Mais il faut un nouveau président, il faut un changement du masculin au féminin. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Beijing, 4e conférence sur les femmes, donc conférence qui a enregistré des avancées sur l'autonomisation de la femme. Sur le terrain, on le sait tous, la mise en application de ces accords piétine encore. Henriette Lagou, présidente de la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre 2015, quelle sera votre méthode pour tenter donc d'équilibrer les choses? C'est peut-être une méthode, mais c'est une volonté politique aussi. Vous savez, quand le président français a été élu, on ne s'attendait pas qu'il fasse la parité. Il a aussitôt fait la parité. Au plus haut sommet de l'État. Il a mis autant de femmes que d'hommes. C'est une question de volonté politique. Mais aussi, il faut savoir que nous avons évidemment lutté, mais ce qui a été perçu et ce pourquoi nous en sommes arrivés à la notion de genre, c'est qu'on était incompris. Que ce soit ceux qui luttaient, évidemment, ce n'était pas seulement les femmes, parce qu'il y a des hommes aussi qui étaient convaincus que s'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes, on ne peut pas parler d'émergence dans un pays. Et donc, c'est pour vous dire que il y a eu des avancées, parce qu'aujourd'hui, quand moi j'étais en fonction, nous avons pu faire, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, puis signer beaucoup de protocoles d'accord avec d'autres pays, beaucoup de lois, mais évidemment, l'application est très difficile. C'est pour cette raison que nous devons continuer de faire ce combat d'équilibrage. On doit équilibrer. Voilà. Selon vous, Henriette Lagou, qu'est-ce qui coince? On parle vous l'avez dit tout à l'heure, l'application est difficile. Selon vous, qu'est-ce qui coince? Mais ce qui coince, c'est que peut-être que ce n'est pas suffisamment ancré encore dans nos mœurs, que la femme doit être au même niveau que l'homme, sinon en quantité comme en qualité. Et donc, il faut toujours continuer de sensibiliser et de faire comprendre. Mais il faut surtout que les femmes soient dans les sphères de décision. Une femme présidente de la Côte d'Ivoire, mais ça résout le problème. Ça résout tout le problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même des efforts qui sont faits présentement? On parle de compendium, des compétences. Nous avons commencé quand j'étais en fonction. Il y a des efforts qui ont été faits. Ça, c'est sûr. Le compendium, c'est quoi? C'est des femmes qui se sont recensées. On a recensé toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans tous les chemins. Également, on va puiser pour pouvoir... On va puiser pour pouvoir... Mais est-ce que quand on nomme les hommes, il y a un panier qui est posé et puis on a mis les noms, on va chercher, on va prendre là-dedans pour nommer? Pourquoi? C'est vrai que ça, c'est un outil de travail. Mais maintenant, cet outil de travail, il faut l'utiliser. Il
faut avoir la volonté politique de l'utiliser. C'est pour cette raison que je dis, élu président de la République en Côte d'Ivoire, mais ça va résoudre beaucoup de problèmes des femmes. La petite fille sera scolarisée parce que le papa, en scolarisant, va penser que l'enfant peut devenir ministre, mais l'enfant peut aller au-delà, devenir président de la République. Vous savez qu'on scolarise les garçons parce qu'on se dit, bon, écoutez, la fille, quand elle saura lire et écrire, évidemment, on lui donne un mari, on lui connaît un mari, même si elle ne veut pas. Et donc, on a de la réticence à inscrire les enfants, la petite fille à l'école. Ce sera réglé de la base jusqu'au sommet. Et les femmes seront dans les instances de décision. Et les femmes vont mieux se porter et les problèmes femmes seront compris parce que moi-même femme. Okay. Alors, présidentielle en Côte d'Ivoire, une femme en 2010, 2 en 2015, elles ne sont pas légion, on peut le dire, elle a brigué donc le poste du fauteuil présidentiel. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce manque d'engouement autour du scrutin présidentiel? Et c'est en cela que nous voulons lancer un appel à nos sœurs. On leur dit que le fauteuil présidentiel, jadis réservé aux hommes, est désormais libre. Et que la course est... Nous pouvons aller faire cette course-là. Vous savez, quand on était allé faire les visites à la PISAM, j'ai dit, mais tous ces hommes-là, on va se mettre en... Et puis on va commencer à courir. Vous allez voir que la femme sera sûrement au devant. Moi, j'ai fini mes examens avant les autres, je suis sortie et puis je suis partie. Pendant que les hommes étaient en train d'attendre. Parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils sortent, ils reviennent, ils sortent. Je suis restée à faire tous mes examens et je suis partie. Alors, c'est pour vous dire que, évidemment, il y avait une en 2010, 2 en 2015, nous lançons un appel aux femmes. Pour qu'en 2020, il y ait autant d'hommes que de femmes. Et ce sera l'avant-dernière question. Sylvain Namoya et... J'ai une toute dernière. Oui, Michel. Une toute dernière question. À vous entendre, Henriette Lagou, dans vos meetings, vous accordez donc une place de choix à la femme. J'ai parcouru votre programme, votre projet de société. Vous ne parlez pas beaucoup de votre projet, de ce que vous prévoyez pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce à quoi les femmes doivent s'attendre quand vous serez à la tête de ce pays? Au niveau social, je vais vous donner mon projet de société, mais je voudrais indiquer qu'au niveau social, nous avons parlé de l'éducation. Et nous avons dit que il y a l'école obligatoire pour tous. Mais pour que ce soit effectif, il faut qu'on puisse avoir dans pratiquement tous les villages au moins une école. Ça, vous savez, à des endroits, les enfants marchent des kilomètres pour aller à l'école. 3 kilomètres, 5 kilomètres. Alors, la petite fille, c'est difficile. Et donc, on ne scolarise pas la petite fille, on la laisse et c'est le garçon qu'on scolarise. Dans ces conditions, nous pensons qu'au niveau éducation, il est important de rapprocher les infrastructures scolaires des populations. Ça va permettre de scolariser les filles et rendre l'école obligatoire pour tous de façon effective. Nous avons parlé de la santé. Au niveau de la santé, nous avons dit aussi qu'il faut que nous allons, une fois élus, ramener à chaque village une maternité, bien équipée. Là, nous sommes en train de parler des gens. Oui, qu'est-ce que les femmes quelles sont attendent en fait vos propositions justement, puisque vous dénoncez cette situation, la promotion du genre qui n'est pas encore effective en Côte d'Ivoire. Alors, elle a dit clairement dans votre projet de société qu'on nous a donné, vos représentants nous ont donné votre projet de société et ce que Henriette Lagou propose concrètement pour la promotion du genre en Côte d'Ivoire n'apparaît pas clairement. Clairement. Ah d'accord, ok. Clairement dans le document. La promotion. C'est la question, c'est sa préoccupation. Alors on ne comprend pas bien qu'une candidate qui veut faire la promotion du genre, qui veut redresser les choses, ne puisse même pas consacrer toute une page à la promotion du genre. Oui, évidemment. Quand vous allez prendre mon document, mon projet de société, vous allez vous rendre compte que c'est plus développé. Voilà. Alors, je vais vous donner tout à l'heure. Alors, je vais vous en donner. Vous verrez que c'est très développé. Je suis candidate femme. Je suis femme, je suis candidate. En plus, j'ai été ministre de la famille et de l'enfant.
Et donc, il n'y a pas de raison. Parmi les candidats, je pense que personne n'est mieux placé pour parler des femmes et évidemment développer le volet genre dans son projet de société. Donc, en quelques mots, dites-nous Alors, vos propositions. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, le genre, c'est les inégalités. Hommes-femmes. Dans les instances de décision, je commence par là. Nous pensons qu'il faut la parité. Il faut aller foncièrement à la parité. Et on peut aller à la parité. Parce qu'on a parlé de compédium. Quand vous ouvrez, vous voyez que les femmes ont la capacité, la possibilité en qualité et en quantité. Donc il faut foncer complètement. La lutte pour le quota, nous l'avons fait. Et il faut dépasser cela. Ensuite, quand on sort des instances de prise de décision, nous avons les femmes au niveau politique. Et nous-mêmes, nous sommes chefs de partis politiques. Nous devons donc amener les partis politiques à œuvrer à ce que les femmes, il y ait autant de femmes que d'hommes, surtout au moment des élections, à présenter les candidats au niveau local. Il faut faire des listes zébrées. Je suis avec mes sœurs du FEMPESI, le Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire, et nous sommes en train d'élaborer des documents de plaidoyer pour que nous puissions aller dans ce sens. Faire les listes zébrées au niveau politique pour que les femmes soient plus représentées dans les élections au niveau local. Et puis, ensuite, nous avons la représentation des femmes au niveau des institutions étatiques, c'est-à-dire les nominations. Nous, quand nous serons présidents de la République, j'ai dit, nous allons nommer autant de femmes dans les institutions que d'hommes. Les femmes sont capables. Il y a autant de femmes magistrats que d'hommes. La parité alors? Absolument. Absolument. Et c'est possible. Donc, c'est quelques choses, phrases que je voulais vous dire. Tout est contenu dans le projet de société. Et nous sommes à fond sur les questions d'égalité hommes-femmes, sur les questions de genre. Et ne vous en faites pas. C'est mon projet en dit long. Sylvain Amayo. Voilà qui est clair. Dernière Bonsoir. question pour terminer sur ce chapitre. Bonsoir, Madame la Présidente du RPC. Bon, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai lu votre programme, justement, parlant du volet genre. Vous dites qu'il y a un manque de promotion des femmes chercheuses. Est-ce qu'il y a ce manque de promotion parce qu'elles sont femmes? Peut-être parce qu'elles sont femmes. Vous savez, au niveau de la diplomatie, Madame Marie-Madeleine Chikaya, première femme diplomate de Côte d'Ivoire, n'a jamais été nommée. Elle a été obligée de se retrouver, aller au champ, à faire ses plantations. Alors, c'est pour vous dire que il n'y a sûrement pas beaucoup de femmes chercheurs déjà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont nommées diplomates. Oui, mais parce qu'il y a eu, évidemment, dans le combat, dans le cheminement, nous avons, je me souviens que quand j'étais au gouvernement, je luttais avec le ministre des Affaires étrangères, à un moment donné, qu'il ne fasse pas ces nominations tant qu'il n'y a pas de femmes. Parce que les femmes sortent de l'ENA, elles sont autant formées que les hommes, et puis elles sont assises dans les bureaux. C'était pareil dans les autres domaines. Et donc, nous avons obtenu cela. Et en cette année-là, nous avons eu une dizaine de femmes nommées comme diplomates. Et ensuite, il y a eu de la promotion de ces femmes. Et donc, c'est pour vous dire que, sûrement parce qu'elles sont femmes, c'est possible. Mais en matière de recherche, il n'y a pas encore beaucoup d'évolution. Il y a des domaines où nous avons connu de grandes évolutions, de grandes avancées. Mais évidemment, dans ce domaine, il n'y a pas d'avancée. Et quand nous serons présidents de la République, nous allons remédier à cela. Certainement qu'elles ne sont pas nombreuses aussi. Mais justement, c'est parce qu'elles ne sont pas nombreuses qu'il faut les nommer pour inciter les autres femmes à en faire. Les femmes vous ont écouté, Madame Henriette Lagour. On attend donc au soir du 25 octobre pour voir si vous êtes élu, ce que vous allez faire. Alors nous allons maintenant aborder le chapitre politique. Et Madame Henriette Lagour, vous étiez au PDCI. On a lu dans les journaux, à cette époque-là, que vous aviez été radiée. Vous avez été ministre sous l'Ancien Régime. Et vous êtes allé en exil en 2011 au Ghana, d'où vous êtes revenu avec un parti politique, le RPC-Paix. Et sous la bannière donc de ce parti, vous êtes candidate à la présidentielle. Madame Henriette Lagour, qu'est-ce qui vous fait courir? Ben, vous savez, ce qui me fait courir en cette période,
c'est d'amener la Côte d'Ivoire à une paix durable. Et tant que la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé la paix, je vais toujours courir à la recherche de cette paix pour que les Ivoiriens se portent mieux. Et si vous êtes élu, vous comptez gouverner la Côte d'Ivoire avec le RPCP qui se positionne, on l'a lu dans votre projet de société, comme un parti centriste. Vous savez que dans notre vision de gouverner la Côte d'Ivoire, nous sommes soutenus par le RPCP, notre parti politique. Nous avons été investis par le RPCP, mais nous sommes accompagnés par 18 partis politiques de Côte d'Ivoire qui sont dans notre vision et qui nous accompagnent dans cette candidature présidentielle 2015. Sylvain Amoya. Alors, Madame Henriette Lagou, votre parti est dit centriste. Alors, vous qui avez été une militante engagée du PDCI, qui avez à un moment donné, je peux utiliser le terme, flirté avec les partis au pouvoir, être centriste, ça signifie quoi? Merci beaucoup, je voulais corriger quelque chose. Flirter, qu'est-ce que vous appelez flirter? J'étais PDCI à l'origine. Vous savez, le PDCI, c'est l'ancien parti. Quand tu es né, c'est dans le cocon familial. Tu es PDCI, tu n'as pas choisi. Et comme elle a indiqué, j'ai vu aussi dans les journaux, en même temps que vous, que j'étais radié du PDCI-RDA. Bon, comme ce n'était pas un choix de départ, évidemment, j'ai travaillé avec le régime passé comme ministre de la Côte d'Ivoire. J'ai servi la Côte d'Ivoire. Et donc, servir la Côte d'Ivoire, c'est flirter. Oui, j'ai flirté avec la Côte d'Ivoire sûrement, mais j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous dites par exemple que j'ai lu dans les journaux que j'avais été radiée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez accepté, cette radiation du PDCI? Mais quand on ne te donne pas de papier et qu'on te dit tu es radié, mais tu en prends acte, et puis c'est tout, et puis la vie continue. Sylvain. Alors, madame, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir, je dis, milité au PDCI et pour avoir été proche d'un autre parti qui est à l'époque opposé au PDCI, comment vous vous définissez en tant que centriste, justement? Alors, il faut faire attention. J'ai été militant de PDCI, comme je l'ai dit. Tous les Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire ont été militants de PDCI, même vous-même. Tout le monde a été militant du PDCI. À un certain moment, chacun a fait son choix. C'est moi, Mme Henriette Lagou. Mais écoutez, c'était le parti unique. Ou bien il n'était pas encore né. Tout le monde n'est pas appelé à un parti. Il n'était peut-être pas encore né, mais c'était le parti unique. Ça s'imposait à tout le monde. D'accord. Ah oui, ça, on n'avait pas le choix. Et donc, on a été militant de ce parti politique en son temps, quand c'était le parti unique. Eh bien, quand j'ai été radié, j'ai dit que j'ai vu dans les journaux en même temps que vous que j'ai été radié du PDCI-RDA. Et puis j'étais société civile, j'ai été ministre au titre de la société physique des personnes handicapées, et des affaires sociales et des personnes handicapées. Et donc, j'étais Henriette Lagou, société civile, je n'étais pas dans un parti politique. Travaillant avec un gouvernement pour la Côte d'Ivoire, j'aurais pu aller m'asseoir ailleurs, dans un autre pays, comme le font certains intellectuels. Quand ça ne va plus, on te radie des partis politiques et puis tu prends tes valises, tu vas quelque part, après tu reviens. Je dis non, c'est notre Côte d'Ivoire. Il faut y rester. Il faut travailler au développement de ce pays. Parce qu'il faut qu'on lègue quelque chose à nos enfants. Et donc je suis restée, j'ai travaillé en société civile, j'ai été ministre au titre de la société. Beaucoup de nos frères d'ailleurs ont été ministres de la société civile. En son temps, quand il y a le gouvernement de réconciliation nationale, il y a des ministres des partis politiques, ensuite il y a des ministres de la société civile. Donc c'est pour vous dire que alors pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Pour reformuler sa question, vous dites qu'aujourd'hui le RPCP est un parti centriste parce que vous avez trouvé en place, on a le RHDP, on a le CNC aujourd'hui, alors vous positionnez au centre pour mieux promouvoir la réconciliation. Parce que vous pensez qu'être centriste, ce sera... Être centriste aujourd'hui dans notre pays, évidemment, un gros pan de nos chantiers, c'est de prôner la réconciliation. C'est d'ailleurs parce qu'on veut prôner la réconciliation qu'on est centriste. En Côte d'Ivoire, en cette période. Mais le centrisme, c'est une idéologie politique qui a toutes ses définitions, qui a toutes ses valeurs. Nos valeurs de juste équilibre, nos valeurs de non-violence,
Et toutes ces valeurs sont du centrisme. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ces valeurs. C'est pour cette raison que notre parti centriste aujourd'hui est le mieux placé pour réunir les Ivoiriens, pour rassembler les Ivoiriens. Écoutez, quand deux personnes se battent, il faut quand même un troisième. Un troisième individu pour venir trancher. Quand deux pays se battent, vous savez qu'il y a des accords qui sont signés, mais pas dans les pays, ils vont dans d'autres pays pour signer ces accords. Nous sommes allés dans plusieurs pays, même quand il y a des problèmes internes. Si on ne peut pas trancher, alors il faut créer des systèmes internes chaque fois pour réconcilier les uns et les autres. C'est une posture très difficile. C'est une position très difficile d'être centriste. Et dans notre contexte, c'est possible. Hein? Et dans notre contexte, c'est possible. Il suffit de voir l'adhésion des populations. Vous ne pouvez pas comprendre. Les populations n'ont plus besoin de voir des partis politiques qui sont violents. Les Ivoiriens ont besoin de réconciliation. Et donc, nous avons décidé cette idéologie centriste pour retrouver les Ivoiriens, pour ressouder le tissu social trop fracturé. Et nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple vivant en Côte d'Ivoire, retrouver un tant soit peu notre équilibre. Alors, Madame Lagou, pour parler justement de réconciliation nationale, parce que vous avez commencé, il y a un vent de réconciliation, j'allais dire, qui souffle dans votre ancien parti, le PDCI. Aujourd'hui, si vous devez y retourner, quelles sont les conditions? Beaucoup ils sont retournés comme Laurent Donald-Fologo, par exemple. Est-ce que vous pouvez parler de mon parti RPC? Je veux que les Ivoiriens sachent que le RPC est un parti. Vous êtes là. Alors donc Sylvain, concernant le chapitre réconciliation, Mme Henriette Lagou a des propositions dans son projet de société. D'accord. Mme Henriette Lagou, selon vous, qu'est-ce qui peut... Comment aujourd'hui les Ivoiriens peuvent réapprendre à vivre ensemble? Ben, merci beaucoup. C'est tout simple. Quand nous allons être élus au soir du 25 octobre 2015, nous allons entamer un vaste chantier de réconciliation. Nous allons créer un cadre pour permettre aux Ivoiriens de s'exprimer. Parce que la réconciliation n'a pas marché, parce qu'on n'a pas tenu compte des préoccupations des populations. Vous ne pouvez pas réconcilier les Ivoiriens qui ont vécu la guerre dans le nord du pays de la même manière que ceux qui ont vécu dans l'ouest du pays. Vous ne pouvez pas réconcilier les Ivoiriens qui étaient ici au sud à Abidjan de la même façon que les Ivoiriens qui ont vécu la guerre à l'ouest. Ceux de Diokwe, les problèmes qu'ils ont eus à Diokwe, ce n'est pas pareil qu'à Daoukro, ce n'est pas pareil qu'à Odiene. Et donc, il fallait créer des foyers de règlement de conflits. Et ça, en Afrique, nous savons le faire. Je pense que nous avons mis la charrue avant les bœufs. Nous avons créé une grande structure et c'est après qu'on était en train de descendre pour faire pour décentraliser. Plus pratique, plus clair pour les électeurs. Voilà. Il fallait aller à la base pour remonter. Absolument. Et nous avons un très bon projet pour ça. Nous allons créer des structures à la base. Dans chaque village, pourquoi pas. Nous avons 8000 villages pour réconcilier les Ivoiriens. Des cellules d'écoute pour que les Ivoiriens s'expriment. Parce que vous pouvez dédommager à un certain niveau. Vous ne pouvez pas dédommager tout le monde, mais il faut désarmer les cœurs. Pendant qu'on est en train de faire la phase de dédommagement qui est matérielle, il faut désarmer les cœurs pour que nous puissions aller à une réconciliation afin de retrouver une Côte d'Ivoire durable. Donc je pense qu'en matière de réconciliation, c'est un chantier à reprendre. La réconciliation n'a pas marché. La réconciliation a échoué parce que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Ils se regardent en chien de faïence. Et je pense qu'il faut reprendre complètement. Il faut reprendre à zéro la réconciliation et mettre les personnes capables de faire la réconciliation. Madame Henriette Lagou, vous parlez de réconciliation dans votre lettre aux Ivoiriens, votre lettre au peuple de Côte d'Ivoire, c'est comme ça que vous l'appelez dans votre document, le document que j'ai reçu.
vous appelez les Ivoiriens à laisser les rancœurs et à ignorer les douleurs. Vous les appelez donc à ne plus s'apitoyer sur leur sort. Je vous cite. Et je vous ai entendu dernièrement dans un reportage qui est passé sur les antennes de la RTI. Vous étiez à Gagnoa en plein meeting. Et je vous ai entendu justement rappeler au peuple bêté des questions qui fâchent. Alors qu'en même temps, vous dites, laissez tomber, passez à autre chose. Vous dites, je suis venu vous redonner votre dignité, vos fils et filles. Enfin, pour ne pas revenir sur tout ça, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas un discours un peu contradictoire? Ben non. Ces populations ont besoin de retrouver leur dignité. Je signe et je persiste. Je vais vous le dire. Ce n'est pas contraire à ce que j'ai dit. Vous ne pas le couteau dans la plaie en leur rappelant... Non, ils vivent ça. Je ne rappelle pas des populations qui vivent la douleur dans leur cœur. Il faut leur redonner leur dignité. Je viens pour donner leur dignité. Ça va leur permettre d'oublier un peu ce qu'ils ont vécu. Dis à quelqu'un que je viens te redonner ta dignité. Ne veut pas dire qu'on remet la plaie, le couteau dans la plaie. Oubliez vos douleurs. Ah Vous leur oui. rappelez donc, en même temps, vous leur rappelez leurs douleurs. Non, pardonner. Peut-être on ne peut pas oublier, évidemment. Mais on peut pardonner. J'ai indiqué qu'il faut pardonner. J'ai indiqué que, en tant que femme présidente, tous les Ivoiriens seront traités de la même manière. J'appelle les Ivoiriens à pardonner, et surtout le peuple bêté. Vous savez, il faut dire les choses réellement. Il ne faut pas qu'on se mente. Ils avaient des enfants au pouvoir. Les enfants sont aujourd'hui en exil. Mais il n'y a pas que le peuple bêté. Il y a des peuples, il y a des peuples, Il n'y a pas que le d'autres peuple peuples bêté. qui ont vécu. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas que le peuple. Mais je me retrouvais aujourd'hui en face des peuples bêtés. Ouais. Si j'étais en face d'un peuple baoulé, Ça aurait été- j'allais tenir le langage que les baoulés veulent pour se réconcilier. Je veux réconcilier les Ivoiriens. Voyez-vous. Je veux que les Ivoiriens se sentent chez eux, qui sont à l'aise et qui vivent en harmonie avec même des personnes qu'ils ont accueillies. J'étais chez les bêtés, j'ai parlé aux bêtés et je leur ai dit qu'ils oublient, qu'ils n'oublient peut-être pas, on n'oublie pas, mais qu'ils pardonnent. D'accord. Et je suis prête à recommencer. Madame Henriette Lago, vous dénoncez le caractère précaire de la paix en Côte d'Ivoire. On a lu dans votre projet de société. Mais les solutions pour redresser la pente n'apparaissent pas clairement. Je vous ai indiqué que vous avez là un résumé de notre projet de Vous société. avez l'occasion, parce que tous les électeurs ne vont pas voir votre projet de société, le document qui est là. Vous avez donc l'occasion de leur dire ce que vous proposez pour effectivement redresser la pente, puisque vous parlez de caractère précaire de la paix. Merci beaucoup. Quand on dit que la réconciliation n'a pas réussi et que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, il ne peut pas avoir de paix quand un peuple n'est pas réconcilié. Quand les habitants d'un peuple se regardent en chien de faïence, il ne peut pas avoir de réconciliation. La paix ne peut pas être. Et donc nous avons décidé de ramener les populations à la paix. Alors, on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on vit en paix, vous aussi. Vous voyez ce qui se passe. Quand on parle même du phénomène des microbes, des enfants qui tuent à l'âme blanche, mais c'est parce que ces enfants n'ont pas été, après la sortie de guerre, ces enfants n'ont pas été encadrés, entretenus. Et donc, c'est des enfants déscolarisés qu'il faut recaser. C'est toute une politique de recasement, en revenant sûrement au service civique pour prendre en charge tous ces enfants qui ont été utilisés et tous ces enfants qui sont déscolarisés pour ramener la paix. Alors, quand vous sortez le soir de chez vous avec la peur dans le ventre, est-ce que vous vivez dans un pays de paix? Alors, les Ivoiriens le savent bien. Quand on est à Gagnoa et qu'on sait que ceux de Gagnoa peut-être ne peuvent même plus entendre. Nous sommes allés dans des villages, ils disent, ah, vous êtes venus dans ce village, mais les gens n'osent pas venir ici. C'est qu'on n'est pas dans un pays de paix. Il faut rechercher où est la paix. À traverser une situation. Mais cette situation n'est pas définitivement finie. Si nous réussissons à réconcilier les Ivoiriens, si nous réussissons à passer le cap de ces élections et qu'un vrai président vient pour réconcilier les Ivoiriens, je dis un vrai président de paix.
pour réconcilier ces Ivoiriens. En ce moment-là, on dira que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix. J'insiste et je signe, ne pensez pas que la Côte d'Ivoire a retrouvé sa paix totale. Qu'on aille passer ces élections et qu'on amène le peuple de Côte d'Ivoire à la paix. Alors, dans votre projet de société également, vous abordez la question de la démocratie. Je vais laisser l'occasion à Sylvain Namoya. Vous dites Merci. La démocratie est mal assurée en Côte d'Ivoire. Sylvain Namoya. Oui, merci Marie-Laure. Pour juste rebondir sur la fin de Mme Lagou, est-ce que l'amnistie générale que vous préconisez participe justement de cette recherche de la paix? Ben, nous demandons que les exilés rentrent d'abord. Vous allez parler d'amnistie. Et nous demandons que les prisonniers d'opinion soient libérés. Il faut bien suivre mes thèmes. Sans jugement. Voilà. Sans jugement. Mais c'est des prisonniers d'opinion. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des grands bandits. Ce n'est pas des tueurs. Parce qu'à un moment donné, ces personnes ont eu des opinions. Il faut les libérer pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est un genre d'amnistie. Mais il faut les libérer. Alors, on est en train d'aborder la question maintenant de la démocratie. On vous a compris. Parlant de la question de la démocratie, quand vous dites que la démocratie est mal assurée, qu'est-ce que cela signifie? Ben, nous pensons que la démocratie est mal assurée parce que nous-mêmes, nous sommes présidents de partis politiques, ne serait-ce qu'au niveau des partis politiques. Pour permettre aux partis politiques de jouer leur rôle pleinement, il faut une démocratie réelle. Il faut une liberté d'expression des hommes politiques. Nous sommes en période d'élection. Évidemment, on laisse tout le monde venir s'asseoir ici à la télé pour parler. Mais j'avoue qu'il y a peut-être 6 mois en arrière, ce n'était pas facile. La liberté d'expression des hommes politiques. La liberté d'expression de la presse. Votre congrès a été couvert. Tout ça participe. Vous avez dit mon congrès? Le congrès du RPCP. Oui, ça a été couvert. Mais comment c'est passé? Ça, c'est les réglages. Nous n'allons pas revenir là-dessus. D'accord. Vous restez donc pour la démocratie? Absolument. Dans votre projet de société, vous voulez créer un Sénat au sein de l'Assemblée nationale. Une deuxième chambre. C'est ça. Au sein de l'Assemblée nationale. Je ne comprends pas bien. Est-ce que vous pouvez expliquer aux électeurs? C'est un régime bicaméral. Bicaméral, vous le savez bien. Et donc, il faut créer ça pour la démocratie surtout. Ça va permettre de participer au fait que les députés s'expriment élus, mais d'autres couches peuvent aussi s'exprimer. C'est d'une importance capitale. Ça participe de la démocratie, de la liberté d'expression des peuples. Voyez-vous. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, certains pays, par exemple, qui n'ont pas accepté ce bicaméralisme, parlaient surtout de coûts, de financement. Tous ces élus ou tous ces représentants de cette chambre-là qui seront payés sur le budget de l'État, est-ce que ce n'est pas pour un pays en voie de développement? Vous ne pensez pas qu'une deuxième chambre, c'est de trop? Mais est-ce que vous pensez que la démocratie a un prix? Tant qu'on peut faire de la démocratie, tant qu'on peut s'organiser pour que la démocratie soit, il faut trouver les moyens pour que la démocratie soit. Ça permet au peuple de vivre paisiblement, ça permet aux populations de s'exprimer, ça permet l'adhésion de toute la population à la politique qui est menée pour le développement du pays, pour une paix durable. Et donc si on refuse que la démocratie s'installe, en disant, en prétestant qu'on n'aura pas suffisamment de moyens de financement, mais les moyens, on se les donne. Il faut se donner les moyens de réussir la politique qu'on veut mettre en place. Donc j'insiste et je dis que tant qu'on ne revient pas à une démocratie établie, tant que la démocratie n'est pas vécue par les citoyens et que les gens sentiront la hantise de vivre en Côte d'Ivoire et que les gens penseront qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ça va être difficile. Évitons de retomber dans la situation antérieure. Et donc, il faut se donner les moyens. Et la Côte d'Ivoire est un pays riche en sur-sol, en sous-sol. Nous avons les capacités nécessaires de réussir ce que nous entamons comme grande réforme.
quel statut pensez-vous pour l'opposition? Nous avons échangé longuement. J'allais dire plutôt des partis politiques. Vous parlez plutôt des statuts des partis politiques. Est-ce qu'il y a un nouveau statut des partis politiques que vous prévoyez? Des partis politiques de l'opposition. Nous avons échangé avec le gouvernement dans le cadre du CPD, du dialogue permanent avec le gouvernement, certains partis politiques que nous sommes. Et nous avons indiqué au gouvernement qu'il faut, pour la démocratie, il faut un statut pour les partis politiques. Il faut une loi de financement des partis politiques. Et nous avons travaillé à cela. Nous avons fait des séances de travail, nous avons fait des commissions de travail. Et nous avons sorti une loi qu'on a proposée au gouvernement. Nous avons sorti aussi un statut des partis politiques de l'opposition. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu de suite. Le statut que nous avons proposé n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale. Nous attendons toujours, mais nous espérons qu'après ces élections, tout va être mis en place et que ce statut va connaître le jour. Mais je peux vous dire que, comme je sais que je serai dans le fauteuil présidentiel, donc l'opposition n'aura pas à craindre, parce que moi, je vais non seulement sortir ce statut, mais en mieux. Madame, est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de ce statut? Mais les statuts des partis politiques de l'opposition, il y a un premier volet qui concerne les droits des partis politiques et les obligations. Parce qu'en même temps que tu as les droits, tu as les obligations. C'est autant d'articles qui s'articulent, qui s'agencent pour indiquer ce qu'un parti d'opposition a comme droit. Le droit, par exemple, de passer sur les antennes, d'avoir accès aux médias, mais en même temps, le droit de protéger la population, de protéger les Ivoiriens de par nos comportements, de par nos discours. Sinon, le devoir de protéger les Ivoiriens, le devoir de protéger la Côte d'Ivoire, de par nos comportements, de par nos discours. Et donc, dans ce statut, il y a les droits des partis de l'opposition, mais aussi les devoirs. Et donc, j'avoue que c'est un document, c'est des statuts bien élaborés. Nous attendons que ce soit appliqué. Dans ce statut aussi, les partis politiques, il y a le volet financement, voyez-vous. Et voilà, nous attendons. Mais nous pensons que si ce n'est pas fait, nous allons le faire parce que le 25 octobre, nous serons président de la République de Côte d'Ivoire et je promets aux partis politiques frères que les partis de l'opposition auront leur statut. Nous allons terminer ce volet politique avec la sécurité. Vous dénoncez également la grande insécurité, j'insiste le mot grande insécurité, vous l'avez vous-même dit dans vos propos, l'insécurité est totale en Côte d'Ivoire. Alors, moi j'aimerais bien vous demander, nous sommes donc en danger, Henriette Lago. Donc qu'est-ce que vous proposez? J'ai indiqué tout à l'heure que quand vous sortez, vous avez la peur. Il y a des quartiers, quand vous arrivez, vous avez la peur au ventre, mais enfin, je voudrais indiquer aux Ivoiriens que je le dis, parce que nous avons traversé une crise. Et quand on a traversé une telle crise, évidemment, on ne peut pas éviter le grand banditisme. On ne peut pas éviter que des personnes utilisées dans la guerre puissent faire le grand banditisme. Vous savez aussi que il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé. Le désarmement n'a pas été réussi complètement. Et donc, il y a des gens qui ont encore des armes et qui utilisent pour faire du grand banditisme. Ces gens utilisent les armes pour tuer les Ivoiriens, pour faire des braquages sur nos routes. Vous ne passerez pas un seul jour sans entendre qu'il y a eu des braquages sur la route, sur telle route ou sur tel droit, il y a eu des braquages. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons, d'abord, j'ai dit que par rapport aux petits délinquants parlant de microbes, ceux qui sont adonnés à la délinquance, c'est de revenir au service civique pour encadrer nos enfants. Après une telle guerre, il faut trouver une possibilité d'encadrer les enfants qui ont été utilisés, d'encadrer la jeunesse qui a été instrumentalisée et qui a été utilisée à la guerre. Et donc, voilà ce que nous allons faire. Et ensuite, nous allons nous attaquer, évidemment, au grand banditisme en donnant les moyens nécessaires et en permettant aussi
aux forces de l'ordre de sécurité de travailler aisément. Vous savez qu'à ce niveau aussi, il y a eu beaucoup de difficultés. Des FANCI, nous sommes passés au FRC. On ne sait plus où on est. Il faut corriger tout ça. Et donc, moi, je pense qu'il faut leur donner la possibilité de travailler et d'exercer convenablement en les équilibrant eux-mêmes, en les permettant de travailler aisément. Et ça, je lance aussi un appel à ce corps de métier que président, je saurais leur rendre ce qu'il faut pour qu'ils travaillent aisément. Madame Lagou, vous dénoncez aussi la porosité et la perméabilité des frontières. À ce niveau, qu'est-ce que vous proposez? Merci. Ce que je propose, je voulais indiquer que nos frontières ne sont pas sécurisées, n'ont pas été sécurisées parce qu'il y a eu la guerre, c'est vrai. Ça a été perméable, c'est perméable. Vous savez que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de personnes qui sont venues à la recherche sûrement d'un minimum. Nous sommes un pays qui peut prospérer. La richesse de la Côte d'Ivoire est grande. Il suffit de bien diriger la Côte d'Ivoire pour que les richesses soient bien réparties et que les régions se développent au même niveau. Les Ivoiriens seront heureux. Et donc, évidemment, quand on n'arrive pas à contrôler nos populations, de par le fait que nos frontières sont perméables, il est important de trouver une politique pour encadrer tout cela. Parce que ça aussi, ça participe du fait que les Ivoiriens ne vivent pas tranquilles dans leur pays. Un autre problème important que vous avez soulevé aussi... Question, oui, merci. Un autre problème important que vous avez soulevé aussi, ce sont les conflits fonciers. Quelle solution vous préconisez? Évidemment, je voulais vous dire merci de soulever cette question qui est très importante. Les questions du foncier se posent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et partout en Côte d'Ivoire. Mais sûrement pas de la même manière. Évidemment, il y a une loi sur les questions du foncier, mais c'est difficile que cette loi soit appliquée parce qu'il faut tenir compte des réalités du terrain et associer les personnes qui sont capables d'aider à au fait qu'on gère les questions du foncier dans la région. Quand on prend l'Ouest, les chefs traditionnels, les cadres, les travailleurs de ces régions peuvent gérer les questions du foncier, mais pas de la même manière qu'au centre. Pas de la même manière qu'au nord. Les problèmes ne se posent pas de la même manière. Les problèmes au nord, ce seraient les questions de terre, les questions de... Nous avons nos populations nomades qui se déplacent, voyez-vous. Et donc, ça aussi, au nord, ça participe des questions du foncier. Quand on va à l'ouest, vous avez les cessions de terre. Des pères qui ont cédé des terres à des personnes étrangères, qui sont venus à la recherche de mieux vivre, qui sont venus de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, comme de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, et qui ont pu accéder à des terres. Et aujourd'hui, les enfants qui deviennent majeurs et qui ont envie aussi de retourner à la terre, le chômage étant très élevé en Côte d'Ivoire, n'ont plus de terre. Et se retrouvent en face des personnes qui utilisent la terre des familles, mais sans aucun document. Et donc, c'est des questions à régler région par région. Et il faut du temps pour régler ces questions. Ça ne peut pas se trancher par une loi inscrite. C'est des questions réellement posées. Nous sommes allés au Burundi et nous nous sommes rendus compte que si je dois payer une terre avec vous, il suffit de prendre mon ordinateur, vous donnez votre nom, j'entre votre nom et aussitôt on me donne la superficie. Tout sort et on m'indique qu'évidemment le propriétaire de la terre c'est telle personne, de la parcelle de telle personne. Il faut qu'on en arrive là et ça c'est possible. C'est une question de travail de longue haleine. Il faut mettre toutes les populations à contribution pour que les questions du foncier soient réglées une fois pour toutes en Côte d'Ivoire. On va aborder le volet société avec Michel Mambo maintenant et on va commencer par l'éducation. Alors, je vais poser d'abord cette question et puis donner la parole à Michel. Au niveau de l'éducation, pour donner la chance à tout le monde d'aller à l'école, vous prévoyez la création d'un projet, c'est-à-dire un village, une école. Alors,
on l'a entendu tout à l'heure, on a 8000 villages. Alors, comment comptez-vous mener ce projet? Ben, nous n'avons pas dit que nous allons construire en une année 8000 écoles. Non, nous allons promettre ce que nous pouvons. Nous n'allons pas promettre ce que nous ne pouvons pas. Je ne viendrai pas ici m'asseoir pour promettre au peuple ivoirien ce que je ne peux pas. Quand nous disons, c'est que nous pouvons. Alors, qu'est-ce que vous promettez? Une école, un village, une école. Vous savez que dans le temps, nous avons l'existence des projets phares qui permettaient aux populations d'adhérer à la construction d'infrastructures dans les régions, dans les départements et dans les villages. Mais il faut revenir à cela, demander aux populations une adhésion. Et l'État programme, nous allons sûrement revenir à la communalisation qui va permettre de réaliser ce projet d'une école, un village, une école. Parce que ça aussi, quand on a l'adhésion des populations qui sont sensibilisées au fait qu'on doit avoir une école dans le village et que cela est accompagné par la mairie qui est proche des populations et soutenu par le conseil départemental ou régional qui, dans son programme, énumère qu'il faut dans sa région une école, un village. Mais c'est des projets réalisables, pourquoi pas? Ça ne va pas se réaliser sûrement en une année. Je ne viendrai pas vous dire que j'ai construit 10 universités, 20 universités, 10 000 écoles, et puis ne pas pouvoir réaliser. Mais il y a des chemins qui peuvent donner la possibilité, qui peuvent nous permettre de réaliser. En Côte d'Ivoire, c'est possible. Michel? D'accord. Alors, Madame Henriette Lagou, l'école obligatoire, vous y tenez. Vous avez même pris l'engagement de veiller à faire appliquer la loi sur l'école obligatoire pour tous à travers votre projet. Marie-Laure l'a dit, un village, une école. Est-ce que vous comptez vous en tenir à la loi actuellement en vigueur ou vous avez prévu autre chose? Mais la loi dit l'école obligatoire. Il n'y a pas deux lois. Je ne vais pas encore faire une loi pour dire l'école obligatoire. On maintient la loi, mais il faut l'appliquer. Mais l'école obligatoire est en vigueur. Elle est déjà en vigueur. L'école obligatoire est en vigueur. Comment voulez-vous qu'un parent qui vit dans un village au fin fond de la Côte d'Ivoire, le village est à 10 km, 20 km, 30 km de l'école, et vous voulez que l'école obligatoire s'applique aux enfants de cette famille? Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison qu'il faut rapprocher les infrastructures des populations. Quand dans le village, nous avons une école, en ce moment, on peut se permettre de dire que l'école obligatoire sera effective. Et quand vous répondez à la question de la proximité, vous avez en même temps beaucoup d'autres questions auxquelles vous devez répondre. Parce que, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des écoles dans des villages que tout de suite les parents sont sensibilisés à inscrire leurs enfants. Il y a pas mal d'écoles à Abidjan, mais en même temps, on voit des enfants un peu partout dans les rues. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Mais il y a d'autres problèmes, vous savez bien, le pouvoir d'achat. Quand le SMIC est à 60 000 francs CFA et que une famille loge dans une maison dite sociale qui coûte 30 000 francs ou 40 000 francs, il ne lui reste que 20 000 francs. Vous pensez qu'il doit payer la scolarité des enfants et ils doivent aller au travail, puis sûrement monsieur, parce que madame sûrement sera ménagère. Alors, il faut relever le SMIC. Il faut relever le SMIC, rendre le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Et vous parlez de gratuité de l'école. Jusqu'en quelle classe? Pour terminer avec le volet école, éducation. Nous avons l'expérience des pays où la gratuité de l'école. Si on veut rendre l'école obligatoire possible, il faut faire la gratuité de l'école du CP1 au CM2. Au primaire, il faut rendre l'école obligatoire. Si vous voulez que l'école soit, il faut rendre gratuit le primaire pour que l'école obligatoire soit possible. Dernière question, rapidement, Michel Mambo. Question, Marie-Laure. Alors, je vois ici, rendre l'école véritablement gratuite pour tous et dans tout le cycle primaire avec introduction de l'anglais. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous avez une petite place pour nos langues nationales? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, la langue nationale
Vous y avez pensé? Nous y avons pensé, la langue nationale, surtout qu'à l'université, tout est fait, toutes les études sont faites. J'ai parlé de l'anglais spécifiquement parce que ce n'est pas de chez nous, c'est d'ailleurs. Mais les langues nationales aussi ne sont pas enseignées. Oui, ce n'est pas enseigné, mais je veux dire que j'ai spécifié l'anglais. C'est pour dire qu'il faut donner un plateau large à l'enfant. Nous allons inscrire la langue nationale, mais en même temps, il faut ouvrir un plateau très important à l'enfant, surtout au niveau extérieur, parce que la langue nationale, c'est interne. L'anglais, c'est externe. Vous allez partout dans les grandes réunions, si vous ne parlez pas anglais, mais vous sortez des plénières où c'est traduit, et puis quand vous allez en atelier, tout est en anglais. Alors, pour ne pas être un analphabète planétaire, il faut commencer par mettre nos enfants à l'anglais. Nous allons maintenant aborder le chapitre santé rapidement, Michel Mambo. Alors, très rapidement, au sortir de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, un des défis majeurs, c'était l'accès aux soins de santé pour tous. Henriette Lagou, aujourd'hui, quel est le constat que vous faites sur la question? Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de soins de santé pour tous. Je pense que vous allez me parler de AMU. Enfin, oui, nous disons... Pas de CMU, vous venez avec l'AST. Voilà, nous venons avec l'AST. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien lu mon projet. On a tous bien lu, on a tous bien lu. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais l'assurance santé pour tous est d'une importance capitale. Je suis cadre supérieur de sécurité sociale et j'en connais l'importance. Il faut couvrir la Côte d'Ivoire. D'abord, l'AST va d'abord faire beaucoup de prévention parce qu'il faut prévenir la maladie. Il ne faut pas laisser les gens être malades et puis chercher à les soigner. Il faut les couvrir en cas de maladie, mais il faut aussi prévenir la maladie. Et puis ensuite, il faut couvrir la population dans sa globalité. C'est en cela que nous aurons à créer des caisses pour couvrir au niveau rural, au niveau urbain. Mais au niveau rural, nous allons faire des mutualités sociales agricoles pour couvrir les populations. C'est la seule façon de faire. Et nous avons les exemples ailleurs. Les études sont faites. Moi, je travaillais 17 ans à la CNPS, à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il faut appliquer les études qui sont faites. C'est un peu quand on échangeait avec les chercheurs. Vous savez, ils ont fait beaucoup de recherches. Les résultats sont dans les tiroirs. Il faut dépoussiérer et puis mettre en pratique. Et c'est ce que nous allons faire. On va fermer le volet santé et puis ouvrir le chapitre emploi rapidement. On a entendu tout à l'heure la candidate dire il faut relever le SMIC à 60 000 francs. Pour vous, c'est insuffisant. Et on l'a entendu lors d'un meeting, vous parlez de relever ce SMIC à 100 000 francs. Alors, comment comptez-vous le faire? Puis moi, j'ai envie de vous demander pourquoi 100 000? Pourquoi pas 200 000 par exemple? Ben, quand on a relevé le SMIC, au taux passé, on a monté à 60 000. Il faut bien un montant. Les études ont été faites, nous avons fait des chemins. Nous travaillons avec des économistes. Quand on avance un chiffre comme ça, on ne l'avance pas au hasard. Par rapport aux capacités de la Côte d'Ivoire, aux richesses que la Côte d'Ivoire a et à notre possibilité, ça nous amène à fixer un montant. Vous ne pouvez pas dire que je vais augmenter le SMIC et puis ne pas... Vous avez parlé de le relever à 100 000. Voilà. On ne peut pas dire qu'on va relever le SMIC et puis ne pas indiquer son intention en montant. Ça, c'est qu'on a fait l'exercice pour rien. Il faut indiquer ce qu'on veut faire réellement. Et parce qu'on indique, parce qu'on inscrit dans un document, et c'est pourquoi nous allons réaliser. Madame, quelle place accordez-vous justement à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat? Mais c'est un pan aussi de notre société. Vous savez que le chômage est grand. Nous savons et nous sommes conscients que tous ne peuvent pas avoir accès à la fonction publique. Et donc, il faut développer l'aspect auto-emploi. Il faut permettre à la jeunesse, je vais vous dire, évidemment, il faut développer cet aspect, mais je reviens même au deuxième emploi. Il faut remettre l'allocation chômage du deuxième emploi. Parlant d'emploi, pendant qu'on y est. Il faut remettre l'allocation chômage du deuxième emploi.
C'est-à-dire, vous avez travaillé, vous avez perdu. Pendant que vous travaillez, vous avez cotisé. Et qu'on vous reverse la cotisation de l'allocation chômage pour permettre à ceux qui ont perdu l'emploi de ne pas errer dans la ville, de pouvoir scolariser au moins leurs enfants, de pouvoir payer au moins leur loyer. Et puis ensuite, la question essentielle que vous avez posée, c'est l'auto-emploi, c'est l'emploi jeune. Évidemment, nous allons inciter à l'emploi jeune, mettre suffisamment de financement pour permettre aux jeunes de créer des entreprises. Quand ces jeunes créent des entreprises, les mini-entreprises, évidemment, créent des emplois. Alors, quand vous parlez de mettre suffisamment de financement, vous allez quoi, créer un fonds? Surtout aux Ivoiriens de ne pas être entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des actions que vous allez mener dans ce sens? Mais on dit que les Ivoiriens ne peuvent pas être entrepreneurs, ils n'entreprennent pas. Mais parce qu'il faut leur donner des moyens d'entreprendre. Quand tu n'as rien, tu peux créer. Les Ivoiriens sont des créateurs. Ils créent beaucoup. Nous rencontrons beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui veulent créer. Mais s'ils n'ont pas les moyens de le faire, il faut que ce soit soutenu par l'État. C'est important. Il faut permettre aux jeunes de créer des emplois en leur donnant des moyens nécessaires de créer ces emplois pour que le chômage puisse diminuer. Ne pas attendre que l'investissement vienne de l'extérieur. Parce que la jeunesse ivoirienne est mûre, la jeunesse ivoirienne est capable. Il faut leur donner la possibilité de créer. Des fonds ont été créés. C'est donné à la tête du client. Et ça, tout ça, nous allons revoir pour que chaque Ivoirien puisse bénéficier de la richesse de la Côte d'Ivoire. Et au même titre, sans distinction de religion ni de région. Michel a des préoccupations sur le sujet. Sur la question, Mme Henriette Lagou, vous parlez de programmes spéciaux pour les jeunes sur la question et vous voulez solliciter la diaspora. Je voudrais un peu comprendre comment ça va se passer. Oui, vous savez que nous sommes restés 1 an en exil au Ghana. Vous savez, l'exil, quelquefois, ça vous donne de grandes choses. Ça vous donne d'avoir des expertises. Ça vous donne d'observer les choses qui se passent ailleurs, dans d'autres pays. Vous réveillez le matin, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire. Ça vous donne de réfléchir pour votre pays et de dire, mais quand je serai au pays, mais je ferai comme eux. En effet, où nous étions, la diaspora avait une grande place en matière d'investissement. Il faut attirer la diaspora à investir en Côte d'Ivoire. Ça va permettre de créer des emplois. Étant donné qu'ils sont partis à l'aventure, pour certains, pour la plupart d'ailleurs, et qui ont eu le temps d'observer, qui ont eu le temps d'apprendre, il faut créer les conditions de leur retour. Les conditions de leur retour pour investir. Et j'ai échangé avec... Rapidement, quelles sont ces mesures à ce niveau? Mais les mesures, c'est de leur faciliter le retour. Nous avons rencontré plusieurs personnes de la diaspora qui ont voulu revenir en Côte d'Ivoire, mais les conditions étaient un peu difficiles. Il faut leur permettre, leur faire des ouvertures, des possibilités, prendre des mesures, pourquoi pas, pour permettre à la diaspora de revenir, alléger un certain nombre de choses pour leur permettre de revenir. Et ça, dans notre projet, nous avons échangé longuement avec la diaspora. Quand nous avons pensé déposer notre candidature pour les élections et que ce n'était pas encore le moment, nous sommes allés plusieurs fois en Europe, plusieurs fois dans des pays où des Ivoiriens vivaient pour échanger avec eux, pour être près de la diaspora et comprendre leurs problèmes. Les Ivoiriens de la diaspora ont envie de revenir avec beaucoup de moyens pour venir investir. Il faut leur donner les possibilités de venir investir. Sylvain, nous allons terminer avec vous par le chapitre économie. Oui, Madame Henriette Lagou, vous voulez entreprendre des profondes réformes structurelles, mais à quel niveau? Mais vous savez que dans le domaine de notre économie, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture.
l'économie essentiellement en Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et nous allons faire de grandes réformes en matière agricole. Vous savez qu'il y avait la caisse de stabilisation qui permettait à n'importe quel moment de stabiliser les prix de nos matières premières, bords aux paysans. Il y a eu la libéralisation. Aujourd'hui, on fait des discours pour dire qu'on va payer le cacao à 1000 francs. Nous disons, pourquoi pas 1500, c'est possible. Nous allons le faire. Mais ce jeu devrait être des grandes réformes de structurer le domaine du café et du cacao, des cultures de rente. Et donc, nous allons sûrement chercher à stabiliser, à un prix, c'est-à-dire amortir les prix de nos matières de rente qui font vivre notre économie pour ne pas que ça chute complètement. Aujourd'hui, tous ceux qui ont fait les VA pleurent. Ceux qui ont fait les VA culture pleurent parce que le prix a chuté complètement. Il fallait stabiliser les prix. Donc, c'est des grandes réformes dans ce domaine-là que nous allons faire. Ensuite, nous allons appeler et prendre des lignes politiques de telle sorte à diversifier notre agriculture. Il ne faut pas rester seulement aux cultures de rente parce que nous avons les cultures vivrières qui donnent autant de moyens que les cultures de rente. Et donc, il faut aussi diversifier notre agriculture. Ensuite, les grandes réformes en la matière touchant l'économie, c'est la modernisation, la mécanisation de l'agriculture. Voyez-vous, je l'ai dit tout à l'heure que nos parents sont encore à la daba et à la machette. Il faut leur permettre, aux parents, il faut permettre aux paysans d'être modernes. Nous en avons les possibilités, nous en avons les capacités. Ne serait-ce que pour la mécanisation, réduire les taxes d'entrée des machines, du matériel agricole. C'est tout simple. Et ça va permettre aux paysans de s'en acquérir et de permettre de travailler pas à la machette, mais à la machine. Ça va permettre de travailler sur de grandes surfaces. Vous allez dans des pays où les gens ont des grandes surfaces cultivées. Mais c'est à la machine, ce n'est pas à la main. Donc, c'est dans chaque domaine, nous allons prendre des réformes et nous allons les faire. Voilà. Madame Lagou, vous dénoncez aussi en matière économique les mauvaises répartitions des richesses. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Merci beaucoup. Nous devons avoir un schéma de répartition des richesses dans nos pays, afin que les populations puissent avoir le même niveau de vie et le même niveau de pouvoir d'achat. Et que nos régions puissent se développer de la même manière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'observer, mais sous nos cieux, c'est quand le président tout-puissant se déplace, en ce moment on dit, ah, que le président vienne chez moi, comme ça je vais avoir un peu de bitume. Que le président vienne chez moi, en ce moment, nous on va avoir la maternité, on va construire la maternité. Et c'est en ce moment qu'on déploie les machines, qu'on déploie l'artillerie, parce que le président doit aller dans la région pour développer la région. Non, il faut avoir un schéma directeur de développement de la Côte d'Ivoire. Et un vrai schéma. Pour permettre aux populations de jouir, de profiter des richesses de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas le faire par à coup. Il faut le faire de façon planifiée. Il faut se dire que dans la région du Go, il y a des choses qui manquent. Et qu'on se donne un délai. On se fixe des objectifs à atteindre. Il faut un schéma directeur du développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Ça ne peut pas se développer au cours d'un voyage du président de la République. Même si je suis président de la République, je ne souhaiterais pas que ce soit au cours de mes voyages. Je souhaiterais plutôt aller découvrir le développement d'une région. Parce que étant assis ici à Abidjan, nous avons indiqué dans le schéma de développement que telle région doit avoir un tel développement, telle région doit avoir tel niveau de développement. Ça va permettre d'ailleurs de mettre un peu un frein à l'exode rural. Voyez-vous, nos régions doivent se développer de la même manière. Et non parce qu'on reçoit un chef de l'État, et non parce que
le chef de l'État est de cette région, alors la région doit se développer au détriment d'autres régions. Ça, nous disons non. Madame Henriette Lagou, vous soulignez aussi dans votre document une grande dépendance du franc CFA. Est-ce que Henriette Lagou, présidente de la Côte d'Ivoire, veut battre sa monnaie? Ben, écoutez, si de grands pays en Europe se regroupent pour avoir une monnaie commune parlant de l'euro et d'autres, et j'en passe, et se donnent les moyens nécessaires de se soutenir les uns les autres. Il ne faut pas s'isoler. Non, on ne parle pas de cela. Mais nous parlons de négociations pour être moins dépendants. Je pense qu'on se comprend. Voilà. Et ça, c'est des choses négociables. Mais dans ce pays, dans ce monde moderne, où nous sommes en train d'avancer vers la mondialisation, si nous sommes dans la mondialisation, dans la globalisation, où nous sommes même en train de penser, pourquoi pas, les États-Unis d'Afrique. C'est possible. Il faut que les pays se retrouvent pour avancer. Pendant qu'on est en train de penser à ça, vous pensez que nous allons revenir à un pays, une monnaie, mais ce n'est pas être rentré dans le schéma de développement mondial. Voyez-vous? Alors, il y a des choses qui sont faisables. Si nous pensons que notre monnaie est peut-être trop dépendante, trop faible, il y a des chemins, des possibilités de rendre moins dépendant. Et ça, nous allons le faire. Madame Henriette, une autre richesse que vous n'avez pas du tout l'intention de négliger, c'est le tourisme. Et je vous cite, vous avez l'intention de structurer, d'organiser le tourisme afin d'en faire un quatrième pouvoir, un quatrième pilier donc de l'économie, après l'agriculture, l'industrie et le commerce. Pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Mais vous savez ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire a tout. La Côte d'Ivoire est riche en sur-sol, avec notre agriculture. La Côte d'Ivoire est riche en sous-sol, avec l'or, avec le diamant, avec tout ce que nous avons en sous-sol. Et en plus, nous avons un site balnéaire terrible. Alors, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Pourquoi ne pas développer ce quatrième pilier qui peut être très, très, très rentable à notre économie? Alors, quelle sera votre stratégie? Comment cela va se passer concrètement? C'est de développer toute la côte balnéaire. C'est de développer toute cette côte-là pour que les gens viennent visiter la Côte d'Ivoire, pour que les touristes viennent, pour que les gens viennent voir la beauté. Ça va nous faire de l'argent, ça va nous faire beaucoup. Ça va, je vous dis que le tourisme, c'est un quatrième pilier de notre économie, qui n'est pas encore développé, qui n'est pas encore touché. Je dis qu'en son temps, on se souvient, on était sûrement encore plus jeunes quand le président Houphouët disait qu'il n'avait pas encore touché la richesse de la Côte d'Ivoire dans sa grande proportion. Il était tellement en train de protéger notre pétrole que nous n'avons pas exploité tout de suite. Mais je pense qu'il est temps que nous puissions ouvrir les chantiers du tourisme en Côte d'Ivoire. Et ça va aider à booster notre économie. D'accord. Alors, au niveau des infrastructures économiques, toujours avec Sylvain, vous avez, dans votre projet de société, vous proposez le projet Lumière pour tous, pour électrifier tous les villages, vous l'avez dit, tous les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est possible. Nous avons l'énergie solaire qui peut nous permettre de mettre de l'électricité, d'éclairer tous nos villages. C'est une question de volonté politique. Nous avons de la chaleur. Nous sommes sous le sol. Ce que les autres demandent, nous avons. Il faut bien qu'on exploite les énergies renouvelables. Ça va permettre de donner la lumière à tous nos villages. Et ça, c'est possible. Alors, madame, juste pour une question sur la décentralisation, en signalant dans votre document une assemblée de développement cohérent du territoire, est-ce que vous remettez en cause le découpage administratif et électoral actuel avec 2 districts, 196 communes, 225 députés et 31 régions? Vous savez, ma vision n'est pas ce que vous dites. Et les histoires de découpage, d'élections, il faut aller au-delà. Vous voyez, Côte d'Ivoire, il faut aller au-delà. Il faut
il faut aller au-delà et penser un développement de toute la Côte d'Ivoire de façon harmonieuse. Là-dedans, nous parlons de décentralisation. Il faut arriver à la communalisation totale en Côte d'Ivoire. Et que tous les villages de Côte d'Ivoire deviennent des communes. Vous allez dans les pays dits développés, tous les petits coins et les recoins sont des communes, avec des communautés de communes pour s'attaquer aux grands chantiers entre les communes. Il faut rendre la communation totale en Côte d'Ivoire et faire même les communes de plein exercice dans presque tous les gros villages de la Côte d'Ivoire. Nous allons amorcer un développement terrible et nous allons, à mon avis, atteindre l'émergence. Parce qu'il y aura la concurrence entre les régions, la concurrence entre les villages et chacun voudra faire plus que l'autre. Et avec le soutien de l'État et de la grande décentralisation que sont les régions et les départements, nous sommes convaincus que nous allons arriver réellement à un pays émergent. Oui, madame, toutes les régions n'ont pas les mêmes potentialités économiques. Mais ça veut dire que les régions qui sont moins pourvues, l'État sera obligé de les soutenir. Mais qu'est-ce que vous comprenez par répartition des richesses? C'est parce qu'il y a plus de richesses ici, il n'y en a pas de l'autre côté. On essaie d'harmoniser, on essaie d'équilibrer pour que tout le monde, en fin de compte, puisse profiter. Alors, ce n'est pas parce que une région n'a pas de richesse, mais sachant que la Côte d'Ivoire, toutes les régions ont beaucoup de richesses. Ça, il faut le savoir. D'accord. Alors, pour terminer complètement, on va, je reviens encore sur les infrastructures économiques. Vous dites qu'il n'existe pas de programme de logements sociaux. J'ai été étonnée de voir cela. Et vous envisagez donc d'instaurer, une fois élu, des logements sociaux à loyer modéré HLM qui seront construits dans les zones à forte habitation. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, il n'y a pas de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Quand vous avez mis en place un programme de logements sociaux, madame, quand vous avez un revenu de 60 000 francs CFA qui est le SMIC et qu'on vous demande d'aller payer un logement à 5 millions de francs CFA, location-vente, madame, vous ne réglez pas les problèmes des Ivoiriens, des pauvres Ivoiriens, de la classe qui ne peut pas accéder à ces logements. Alors, il faut compter avec les structures décentralisées, il faut compter avec les régions, il faut compter avec les départements, il faut compter avec les mairies pour ensemble définir les possibilités de construction de logements sociaux, des HLM, des habitations à loyer modéré. Dans ces conditions, vous pourrez loger plus de monde. Vous voyez, je passe dans les zones où ils ont cassé les maisons, Gobelé, les quartiers précaires. On détruit des maisons. Il n'y a pas de solution de recasement des populations. Les populations dorment dès qu'on commence à casser à la belle étoile. Mais enfin, il faut avoir un cœur. Il faut vouloir le bonheur du peuple. Quand on veut être politicien et qu'on veut gouverner et qu'on veut être... Ces quartiers-là devraient encore exister, selon vous? Mais nous savons qu'un homme normal, une personne normalement constituée, n'ira pas s'installer dans un quartier précaire si vous avez les moyens. Mais notre rôle, notre devoir, c'est de protéger le citoyen. On devient président parce qu'on veut protéger les citoyens. On devient président parce qu'on veut rendre du bonheur au peuple. Dans ces conditions, il faut trouver les mécanismes nécessaires. Je dis qu'en matière de logement, il faut pouvoir construire les logements sociaux. Nous avons eu ici les SICOJ, les SOGEFIA, jeunes cadres. Nous avons pu nous loger parce que le loyer était complètement modéré. C'est ça qu'il faut. Il faut revenir à ce système pour que l'Ivoirien puisse se loger, pour que l'Ivoirien moyen puisse se loger. Vous avez vu un peu le niveau des salaires. Il faut amener les Ivoiriens à être bien. Nous allons terminer avec l'environnement. Michel, une dernière préoccupation sur le sujet? Juste donner l'occasion peut-être à Mme Henriette Lagou de revenir sur le même sujet, un citoyen, un toit, mais cette fois dans les villages. Vous parlez de moderniser, donc d'améliorer l'habitat dans les villages. Bien sûr. Nous sommes interpellés par les préfets, les sous-préfets, quand nous
nous faisons nos tournées dans les villages. Vous savez, quand les fonctionnaires sont affectés à des endroits, dans les villages, ils n'ont pas de logement. Ils sont obligés de loger, des fois, dans les villes voisines pour aller travailler dans une autre ville. Il faut développer l'habitat rural. Ça va permettre d'avoir des logements dans nos contrées, dans nos villes, et permettre de loger tous les fonctionnaires. Mais au-delà de ça, il faut développer nos villes en permettant à chaque citoyen d'avoir un logement chez soi. Vous savez que les Ivoiriens aiment bien aller au village, enfin, si on parle entre nous, on aime bien aller au village. Il faut soutenir l'Ivoirien à avoir, comme on le dit, une maison de campagne, un pied à terre. C'est important. En même temps, permettre aux populations de moderniser leur cadre de vie, l'environnement, le cadre de vie au village. Parce qu'il ne faut pas seulement parler des Ivoiriens qui travaillent et qui vont aller au village, mais il y a le village même. Il faut améliorer le cadre de vie. Et je pense que les logements sociaux dans nos villes, dans nos départements, dans nos communes, vont permettre un temps soit peu d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Vous voulez aussi instaurer un train urbain? Oui, absolument. Beaucoup de projets pour la Côte d'Ivoire, vous savez. Et parce que je sais que c'est possible. D'accord. Et vous voyez le chemin d'Abidjan, où nous avons des embouteillages terribles. Alors, si Abidjan doit être désengorgé, c'est qu'il faut faire le train urbain d'Agnaman, passant par le plateau jusqu'à Benjerville, quadriller Abidjan par un train urbain qui va dans plusieurs directions pour permettre aux populations de relier les villes autour d'Abidjan assez facilement. Ça va désengorger complètement l'embouteillage au niveau d'Abidjan. Je ne sais pas, nous circulons beaucoup en tant que parti politique. Nous allons à la conquête de militants et donc nous sommes complètement fatigués d'être dans les embouteillages. Nous avons envie de désengorger la ville d'Abidjan et de grandir la ville d'Abidjan. Les gens ont peur d'aller se loger très loin parce que par défaut de moyens de transport. Et donc ça va résoudre beaucoup de problèmes. Et je tiens à ça, je le ferai. Villes à part Abidjan? Il n'y a pas que Abidjan? Bon, commençons par Abidjan. D'accord. Alors, on va terminer par l'environnement. Madame Lagou, l'actualité aujourd'hui, c'est la COP 21. Est-ce que vous serez à Paris, au sommet de la COP 21? Ben, je pense que... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui ou non? Ben, j'y serai. Pourquoi pas? Sylvain? D'accord. Merci, madame. Des grands sujets justement environnementaux comme le changement climatique, la gestion des déchets, l'accès et la préservation de l'eau, la disparition de la forêt. On ne voit pas tous ces grands sujets dans votre projet de société, le résumé qu'on nous a donné. Est-ce que sur ces grands sujets-là, on peut savoir la position de votre parti? Je pense que c'est évidemment un ramassis que vous avez, mais dans les points que vous avez cités, nous allons parler sûrement de la déforestation. Vous savez que en Côte d'Ivoire, nous étions au sud de la forêt, nous avons la forêt, et puis ensuite nous avons la savane arborée, et nous avons maintenant plus au nord la savane. Mais quand vous regardez le chemin de la Côte d'Ivoire actuelle, la savane est en train de descendre. Et donc la déforestation commence à se faire, à être vraiment un problème en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est même un problème. Et donc, il y a des chemins de reboisement, c'est vrai, mais il faut en faire une grande politique de reboisement afin de freiner, évidemment, la déforestation. Évidemment, quand il y a déforestation, vous savez qu'il y a changement climatique. C'est ça qui fait le changement climatique. Donc, il faut faire le reboisement à outrance. Je pense qu'on en a besoin. Évidemment, la politique a été en son temps, la politique, on avait la forêt et nous avons permis d'utiliser cette forêt à outrance pour le bonheur du peuple, parce que c'est un peuple foncièrement agricole, mais à un moment, il faut savoir repenser le système. C'est pour cette raison d'ailleurs, il faut mécaniser l'agriculture, moderniser l'agriculture
pour que sur une parcelle donnée, on puisse travailler, produire sur une grande parcelle, en même temps, utiliser suffisamment d'engrais sur la même parcelle pour ne pas avancer dans l'utilisation très, très, très poussée de nos forêts. D'accord. Alors, aujourd'hui, Sylvain, dernière préoccupation? Non, je pense que c'est tout ce que j'avais comme préoccupation sur les grands sujets. Je pense qu'elle s'est prononcée sur... On est menacé aujourd'hui, on parle d'érosion côtière, on parle des changements climatiques. Vous, est-ce que vous avez un plan pour la Côte d'Ivoire? Évidemment, j'ai indiqué tout à l'heure par rapport au changement climatique, j'ai indiqué la déforestation qui est aussi une source de changement climatique. Et nous proposons de faire du reboisement. Vous savez qu'ailleurs, il n'y a pas de forêt naturelle. C'est les forêts artificielles qui sont fabriquées. Et puis nous avons aussi stoppé l'utilisation de nos bois, les bois de billes, c'est-à-dire la forêt est complètement dévastée. Et ça, nous allons veiller à ce que ce système s'arrête. Ça fait le bonheur de tout un petit groupe au détriment de toute la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des questions que nous allons traiter très sérieusement en Côte d'Ivoire. Malheureusement, vous dites que c'est un résumé que nous avons reçu par rapport au projet de société. Alors, quand je l'ai parcouru, je n'ai pas vu de développement durable, pas de politique concernant le développement durable. Ah, si. Dans le projet que j'ai reçu, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs qui vous regardent? Merci beaucoup. Mais écoutez, j'ai indiqué tout à l'heure que dans le cadre du développement durable en Côte d'Ivoire, dans le système, évidemment, de la forêt, il va falloir arrêter complètement le système de déforestation pour qu'il y ait un développement durable en Côte d'Ivoire. Et puis, en plus, parlant de politique, d'utilisation, de développement, nous avons tout un système à revoir pour que la Côte d'Ivoire ait un développement meilleur et que le développement soit durable. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans des projets qui permettent à la Côte d'Ivoire d'aller plus loin et à la Côte d'Ivoire de ne pas s'engager dans des projets qui limitent son développement durable. Voilà, c'est des grands chantiers que nous allons aborder. Madame Henriette Lagou, première femme présentée par un parti politique à la présidentielle en Côte d'Ivoire, vous attendez à quel score au soir du 25 octobre? Nous attendons que les Ivoiriens élisent pour cette fois-ci une femme pour aborder de grands chantiers. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de passation de charge entre président sortant et président entrant. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous suis. Le président Oufoué est décédé. Il n'a pas eu le temps de passer la main au président suivant, qui était désigné par la Constitution. C'était le président de l'Assemblée nationale. Nous avons connu des combats d'héritiers, des combats de succession, jusqu'à ce que celui autorisé par les textes puisse s'installer au pouvoir. Ensuite, une fois installé, quelques années plus tard, va se retrouver en exil et c'est celui qui l'a chassé qui vient s'installer. Il n'y a pas eu de passation. Le pays est déstabilisé. Et ensuite, celui-là qui est venu déstabiliser, se trouve ensuite déstabilisé après des élections très tendues et s'est retrouvé sans vie. Et son successeur, aujourd'hui à La Haye, il n'y a jamais eu de passation correcte. Nous venons pour être élus le 25 octobre pour qu'il y ait une passation de charge normale, pour amorcer, pour commencer et pour débuter l'équilibre politique en Côte d'Ivoire. Alors, ce n'est pas une question de pourcentage, de combien on va avoir, mais c'est une question d'être élu. Il faut bien un pourcentage aussi pour être élu. Bien sûr, mais
Quand tu as le pourcentage le plus élevé, c'est que tu es élu. Donc, Je vais avoir plus de 50% pour être élu. Et ça, c'est possible si les Ivoiriens votent correctement. Et normalement. Pourquoi pas? Mais la démocratie aidant, on peut accepter qu'on aille au deuxième tour. Et ça, ça stimule, c'est stimulant. Ça, c'est le jeu politique et le jeu démocratique. Si un premier tour se présente, nous prenons. Si un deuxième tour se présente, nous prenons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au soir du 25 octobre, nous sommes élus président de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes prête à accepter les résultats, quels qu'ils soient? Mais c'est le jeu démocratique. Il faut accepter les résultats. Si tu es perdant, il faut savoir être bon perdant. Si tu es gagnant, il faut savoir être bon gagnant. Si Voilà ce qui m'anime. Henriette Lago est élue, quelles seront ses priorités? Merci beaucoup. Nous avons indiqué que nous allons ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et le retour à la paix nécessite la réconciliation de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Henriette Lago élue va entamer ce vaste chantier de réconciliation des Ivoiriens. Ce vaste chantier qui va lui permettre d'établir une paix durable. Et donc, nous avons déjà les chemins. Nous avons déjà notre trame. Nous avons déjà nos projets qui vont ramener la Côte d'Ivoire à une paix durable. Nous allons ressouder le tissu social. Nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire. Et nous allons demander aux Ivoiriens d'arriver à se pardonner. Donc c'est un grand chantier de réconciliation que nous allons aborder. Et si on réussit à réconcilier tous les Ivoiriens, et nous allons réussir, parce que nous avons le secret de réconcilier les Ivoiriens. Une fois qu'on a réconcilié les Ivoiriens, tout le reste viendra aussi facilement, parce que nous allons avoir l'adhésion des populations pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, l'adhésion des populations pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire qui va amorcer une émergence. Donc, Henriette Lago élue, c'est en cela que je voulais appeler les Ivoiriens, les frères et sœurs, pour vous dire qu'il faut nécessairement une femme. Vous savez que Mme Angela Merkel a stabilisé l'Allemagne et a fait aujourd'hui de l'Allemagne le pays le plus puissant d'Europe. À côté de nous, Mme Johnson a stabilisé la paix au Libéria et s'en est sortie tout doucement. Nos pays ont besoin désormais de paix. Vous avez dans la sous-région tellement de guerres. Vous pensez que les femmes au pouvoir, il allait avoir tant de guerres? Je demande aux Ivoiriens de faire le bon choix. De choisir Henriette Lago pour dire qu'il y a le vrai changement. Je dis souvent à ceux qui sont avec moi qu'on aura le vrai changement cette année. Le changement du masculin au féminin, nous allons l'avoir. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Il y aura un vaste chantier de réconciliation. Les Ivoiriens en ont besoin. Nous avons parcouru les hameaux de la Côte d'Ivoire. Sur les visages, nous avons dénoté que les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, besoin de se réconcilier, ont besoin de se retrouver. Alors, vous prenez la démocratie, vous prenez la paix, vous prenez la réconciliation. Alors, prenons le cas inverse, où Mme Henriette Lago n'est pas élue, n'a pas le score qu'il faut pour briguer la magistrature suprême. Alors, quelle sera votre réaction? Comment voulez-vous que je n'ai pas le score nécessaire? Je ne le souhaite pas. D'accord. Mais comme c'est une aussi, question, nous allons répondre à la question. D'accord. Mais je vous ai dit que la politique, c'est le fair play. Hein. C'est comme en football. Il y a des moments où tu peux perdre, il y a des moments où tu peux gagner. Mais quand tu perds, il faut savoir être bon perdant. Et quand tu gagnes, il faut savoir être bon gagnant et tendre la main à la personne, à celui qui a perdu. Et donc, Henriette Lago, si les Ivoiriens ne m'accordent pas leur suffrage, mais je suis sûr qu'ils vont m'accorder leur suffrage. Mais sachez que la politique, c'est un jeu, c'est un cheminement, c'est un chemin, le chemin que nous avons emprunté. Nous n'allons pas rebrousser chemin.
nous allons atteindre notre objectif. Et on se donnera les moyens d'atteindre notre objectif, mais en restant fair play. C'est des élections 2015. Nous aurons les élections 2020. Nous aurons les élections 2025. La politique, c'est un cheminement. Mais sachez que nous n'allons pas arriver là-bas. Nous allons gagner. Parce que les Ivoiriens ont besoin de nous. Les Ivoiriens ont besoin qu'on vienne les réconcilier. Alors, si vous avez perdu en 2015, on peut déjà imaginer que vous allez vous présenter en 2020. Mais vous savez qu'en politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Donc, on va laisser 2020 arriver. On 2015, est en 2015. 2015, nous voilà. gagnons. Et puis 2020, on verra. D'accord. Alors, votre phase de conclusion, Madame Henriette Adjoa-Lagou, candidate du RPC, qu'est-ce que les électeurs devraient retenir de votre passage ce soir? Ben, merci beaucoup. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui ont suivi notre émission, saluer toutes les personnes qui m'accompagnent à cette candidature, saluer la RTI qui a engagé de recevoir tous les candidats. C'est tout à fait normal. C'est le jeu de la démocratie. Toutes les années, c'est comme ça que ça se passe. Tous les candidats passent, les prétendants passent. Ce soir, je voudrais que les Ivoiriens retiennent qu'il y a une sœur, une Ivoirienne, qui a décidé de briguer la magistrature suprême pour donner du bonheur aux Ivoiriens, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix durable, pour que la Côte d'Ivoire se développe dans un chemin de pays apaisé. Je voulais que les Ivoiriens retiennent que je suis cette femme qui va leur apporter la paix. Je suis cette femme qui va permettre à l'économie d'avancer, de booster notre économie, parce que ça va se développer dans un climat apaisé. Je voulais que les Ivoiriens retiennent qu'Henriette Lagou présidente, nous allons tenir compte de leurs besoins, de leurs aspirations. Que ce soit l'Ivoirien du Nord, que ce soit l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien de l'Est, l'Ivoirien de l'Ouest. Je voudrais vous dire que nous avons décidé que vous soyez tous ensemble et que l'Ivoirien ne vive plus dans la hantise, que l'Ivoirien ne se regarde plus en chien de faïence. Je voudrais indiquer que Henriette Lagou au pouvoir, toutes les populations vont se reconnaître dans la politique que nous allons mener. Il n'y aura pas de rattrapage. Tous les Ivoiriens seront servis à la même table, dans la même assiette. Les développements de nos régions seront équilibrés. Je voudrais que les Ivoiriens retiennent que femme, je veux briguer la magistrature suprême. Je voudrais que les Ivoiriens retiennent que femme, je veux rendre le bonheur aux Ivoiriens. Le pays a besoin d'une émergence correcte, normale, fiable. Et que pour qu'on atteigne cette émergence, c'est avec la candidature de Mme Lagou que je suis. Je voudrais remercier toute la population ivoirienne qui nous suit partout où nous allons. Nous allons dans les hameaux, qui nous reçoivent dans les villages, qui nous reçoivent dans les communes, pour que nous puissions échanger. C'est ça le vrai président. C'est le président qui va vers le peuple, le président qui va vers les Ivoiriens. C'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Je voulais vous saluer, chers compatriotes, et dire que c'est un cheminement que nous allons faire ensemble. À partir du 25 octobre 2015, dès que vous portez votre choix sur moi et que je suis élu président de la République, c'est un cheminement que nous allons faire et la Côte d'Ivoire va connaître le vrai changement. Je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup, Madame Henriette Adjoa-Lagou. On ne peut que vous souhaiter bonne chance. J'étais sur ce plateau avec Michel Eva Mambo, le seul homme de ce plateau. Vous convenez avec moi que le genre ce soir a été respecté. Monsieur Sylvain Namayo, enfin, vous allez m'aider, hein? Vous êtes le seul homme, donc vous allez être indulgent à mon endroit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin donc de cette émission. Demain, face aux électeurs, vous allez recevoir Monsieur Pascal Afinguessan, candidat du Front populaire ivoirien. Merci à vous tous de nous avoir suivis.